Bienvenue pour cette 5e matinale de GoMSP que j'aurai le plaisir d'animer. Donc, je suis Vincent Virard, le rédacteur en chef de l'EDI. Au programme ce mois-ci, un thème pour le moins central de l'IT, puisqu'il s'agit du stockage, de la donnée, de la sauvegarde. Donc, voilà, c'est tout le monde, c'est une problématique qui concerne toutes les entreprises et donc aussi tous les prestataires que vous êtes, les MSP, les revendeurs, les fournisseurs et les distributeurs. On parle aujourd'hui de pétaoctets, zétaoctets, hexaoctets, bientôt iotaoctets. On est obligé d'inventer des nouvelles unités pour évoquer les volumes de données qui sont créés en permanence. C'est une inflation qui s'est accélérée de façon exponentielle depuis une quinzaine d'années. Ça a été encore accéléré avec le cloud. Et il y a des besoins. Les besoins sont énormes, ils sont très différents. De la donnée stratégique qu'il faut pouvoir accéder, à laquelle il faut pouvoir accéder en permanence, de la donnée d'archivage qui est peut-être un peu moins sensible. Et pour tous ces besoins, il existe des solutions également très diversifiées, qu'elles soient locales ou distantes. Et aujourd'hui, évidemment, on va surtout évoquer les besoins en stockage distant, dans le cloud, et dans une trentaine de minutes, le témoignage d'un revendeur MSP breton, Grenat Group, qui participera également à une table ronde que j'animerai avec la participation de Richard Tchek, qui est directeur commercial de Wasabi, éditeur spécialiste de la sauvegarde dans le cloud et qui est récemment entré au catalogue de Whatsoft. Je pense que vous êtes tous au courant de ça. Et à cette table ronde participera également Anthony Boyer, responsable produit backup et cloud de Whatsoft. Bonjour Anthony, qui va entrer dans le détail des solutions prônées par Whatsoft à ses clients MSP et dans le domaine du stockage. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Anthony qui va nous partager son écran pour faire sa présentation d'une trentaine de minutes. C'est à vous, Anthony. Merci Vincent pour la transmission. Bonjour à tous et merci encore une fois pour votre présence pour cette matinale GoMSP. Du coup, moi je vais vous présenter ma première partie concernant le stockage cloud en général. Donc, on va commencer par la définition basique de qu'est-ce que le stockage cloud. Très clairement, le stockage cloud, le stockage dans le cloud est un modèle de cloud computing qui stocke les données sur Internet via un fournisseur de services cloud qui gère et exploite le stockage des données en tant que service pour ses clients. Donc, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'avec l'impact du Covid, comme l'a évoqué Vincent il y a quelques instants lors de son introduction, on note une très forte croissance de la volumétrie des données dans le cloud liée à la situation pandémique mondiale et les contraintes de télétravail. Du coup, le stockage cloud devient vraiment une priorité, également à la fois pour les MSP, mais aussi, et de plus en plus, c'est ce qu'on remarque depuis quelques temps lié à la période actuelle que l'on vit, pour les clients finaux. Donc, mon intervention va se passer en 4 temps. On va attaquer dans un premier temps la partie stockage cloud plutôt générique, la partie sensibilisation et sécurité des données. Le but de l'utilisation du cloud, donc pour respecter les règles de base comme la règle 3.1 de la sauvegarde, on va bien sûr utiliser le cloud en complément du local. Et la dernière partie sera pour vous aider à construire votre offre MSP, vous guider, vous donner des indices, des pistes et quelques astuces, notamment Frédéric par la suite, qui va intervenir à ce niveau-là. Donc, les avantages de stocker ces données dans le cloud, ils sont assez nombreux, ils sont clairement identifiables. On note notamment un gain de temps sur toute la partie maintenance matérielle et système de stockage à maintenir. Donc, en termes de disponibilité pour les techniciens, c'est quand même très important. On ne subit plus les limites des capacités de stockage physiques chez les clients et les contraintes qui y sont associées. Globalement, la transition vers le cloud se fait de manière automatisée par le biais des différents process qu'on met en place concernant la plupart du temps les softs de backup. L'intérêt de basculer ces données dans le cloud, c'est forcément de sécuriser un peu plus les données de ses clients, mais aussi de pouvoir avoir un accès à ces données en temps réel et avec un stockage qui soit optimisé, dupliqué au niveau des data centers, de manière à augmenter, bien évidemment, la sécurité auprès des clients. Il y a 3 exigences à avoir au niveau du stockage cloud. D'abord, on va
dans un premier temps, forcément, dans le cadre législatif qui s'impose à nous dans l'Union européenne, on est obligé, pour respecter le cadre du RGPD, d'héberger les données des clients en Europe. Donc, dans le cadre d'un choix d'offre cloud, vous allez forcément prendre ce critère en compte dans un premier temps. Vous allez également faire un choix de géolocalisation, je dirais, dans un pays politiquement stable, où il n'y aura pas de risque d'intrusion ou différents soucis qui peuvent arriver au niveau du data center, bien évidemment, hein, c'est quelque chose à prendre en considération aussi. Par rapport à la partie responsabilité des données, c'est un sujet qui est souvent abordé par les différents MSP, mais également par les clients finaux. Il faut savoir que la responsabilité des fournisseurs cloud, elle concerne uniquement, comme c'est écrit, la sécurisation des installations, du matériel et des logiciels qui vont faire fonctionner ces services-là. En gros, eux, ce qu'ils doivent vous fournir, c'est un service actif, performant, sécurisé et disponible lorsque vous en avez besoin. La responsabilité au niveau des data va plus être pour le partenaire MSP qui, lui, va prendre en charge les backups et l'interaction en fait avec ce support de stockage qu'il aura à distance. Donc, il faut bien distinguer ces deux côtés et expliquer ça également à ses clients. Pour quelques chiffres très parlants que vous avez sûrement dû entendre ou voir dans différentes situations, au niveau des incidents par rapport aux protections des données des entreprises, c'est des chiffres de 2020. On note quand même en moyenne une crise et 4 incidents par mois, une hausse considérable hein, par rapport à 2019. On est sur plus 50%, sûrement également lié à la situation qu'on vit. On voit qu'en règle générale, on est infecté et on s'en aperçoit 3 mois après en moyenne. Et 91% des entreprises ont été touchées par une cyberattaque en 2020. C'est un chiffre qui est énorme. Certaines ont été ciblées à plusieurs reprises. Il faut savoir que c'est un gros danger hein, pour les entreprises de perdre leurs données. Et 80% des entreprises ont fait faillite suite à une perte de données conséquente. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération au moment de présenter vos solutions à vos clients finaux. Il faut qu'ils prennent en compte le risque et qu'ils en aient réellement conscience. Les risques vont se diviser globalement en 3 types. On va avoir le plus fréquent qu'on rencontre bien évidemment dans l'IT, ça va être plus l'erreur humaine. Donc, ce soit des suppressions, des écrasements, des modifications de fichiers, des formatages, des opérations qui n'étaient pas prévues et anticipées, qui peuvent avoir un impact direct. On va avoir le deuxième gros pôle qui va être la malveillance qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport au ransomware, aux différents soucis que vous pouvez rencontrer de l'extérieur. Et bien évidemment, il va rester une 3e partie qui correspond à un petit peu toute la partie, je dirais, catastrophe naturelle, entre guillemets, hein, tout ce qui peut être tempête, incendie, inondation, sinistre, divers, qui peut avoir lieu suite à des événements extérieurs. Il y a également plusieurs paramètres à prendre en compte dans ces cas de figure-là. Comme on a pu en entendre parler assez récemment, il y a beaucoup de clients qui font l'amalgame hein, entre stockage cloud et sauvegarde. Pour eux, les données sont automatiquement sauvegardées quand elles sont sur un centre de données. C'est le cas, mais il y a également surtout des options qui sont payantes de manière à sécuriser ça de manière fiable. On ne va pas citer de nom, mais on a tous compris. Certains se sont retrouvés dans des situations récemment sur des redondances locales qui ne les ont pas protégés. Il faut garder ça en considération et partir du fait que la sauvegarde est quelque chose en plus que fournit le fournisseur cloud, bien évidemment. Le but, pour se prémunir contre tout souci qui peut arriver extérieur, que ce soit sur le data center ou sur les sites de prod, c'est bien évidemment de respecter la règle de base de la sauvegarde, la règle 3-2-1, qui va impliquer d'avoir ces données à 3 endroits différents, donc sur le serveur de prod,
sur un backup sur site ou local, hein, que ce soit un NAS ou un disque externe, un partage réseau divers. Et surtout, il va falloir le mettre à un troisième endroit externalisé. Donc, on va utiliser différents types de supports et différents emplacements géographiques de manière à ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier et être sûr de pouvoir remonter son infra, qu'il y ait un souci sur le site de prod, sur l'environnement complet du client localement ou sur un data center. Donc, le respect de la règle 3-2-1 de la sauvegarde, c'est une évidence. Il faut vraiment sensibiliser ses clients par rapport à ça. Et ceux qui ont respecté cette règle il y a quelques mois ne se sont pas retrouvés dans les mêmes soucis que les autres, très clairement. Aujourd'hui, pour construire votre offre MSP, il va falloir effectuer un choix de fournisseur de stockage cloud, hein, bien évidemment. Il va falloir prendre plusieurs critères de choix, en considération. Donc, la sécurité et la conformité des données, l'évolutivité et la flexibilité, la durabilité, la résilience et la simplicité, la prévisibilité des coûts. Ces 4 éléments sont des éléments primordiaux à prendre en considération avant de faire son choix en termes de fournisseur de stockage cloud. Et chacun va y accorder plus ou moins d'importance en fonction des différents critères de choix de son côté. Historiquement, au niveau du choix des fournisseurs de stockage cloud, on a eu ce qu'on a appelé, nous, de notre côté, le cloud 1.0, plutôt historique, avec des très gros opérateurs que tout le monde connaît, hein, que ce soit Amazon, Microsoft ou Google, avec par contre des conditions plutôt complexes, une offre très enrichie, je dirais, et des opérations de récupération plutôt lentes, surtout pour la partie archivage. Donc, on a eu cette première vague de cloud pour cette avant les 29 et 30 septembre prochains. Avant de passer au cloud 2.0, on a identifié en fait un gros problème par rapport à ce cloud 1.0 et les différents fournisseurs à la seconde édition de du services GoMSP, le rendez-vous incontournable des MSP français le 16 novembre sur le marché. C'est tout ce qui correspond au coût caché. On a énormément de surcoûts chez les différents fournisseurs de stockage qui ne sont pas forcément visibles quand on se projette pour faire un chiffrage à son client, pour estimer les coûts de revient qu'on va avoir de son côté. On n'a pas forcément toutes les opérations. J'imagine que plusieurs d'entre vous ont déjà essayé d'utiliser le calculateur de coûts Microsoft Azure, qui demande une quantité de champs phénoménale à remplir avec des variations de data anticipées, etc., de manière à avoir un pricing précis. Ça rentre totalement dans cette image du nuage. Vous avez, que ce soit sur les appels API, les opérations de restauration, l'IGRES, les différents nombres d'opérations d'écriture par jour, etc. Vous allez avoir un surcoût qu'il faut bien évidemment essayer au maximum de se protéger de ce surcoût et, si possible, trouver une offre plus simple, plus claire, pour avoir une certaine visibilité. Et c'est aujourd'hui ce que recherchent la plupart des MSP par rapport aux contraintes du cloud 1.0 sur lequel il était difficile de se projeter au niveau financier essentiellement. Donc, maintenant, on a basculé sur le cloud 2.0 avec un nouvel acteur depuis quelques années sur le marché, la société Wasabi, qui est historiquement issue de Carbonite. On a un vrai changement par rapport aux concurrents. Vous pouvez le voir sur l'illustration, hein, au niveau de l'histogramme. Les coûts, en exemple, sont pour un péta de stockage avec environ 20% d'égresse par an. En termes de pricing, on voit bien l'explosion de la grille tarifaire, je dirais plutôt historique, et des conditions sur les autres fournisseurs cloud. Wasabi est arrivé pour mettre un gros coup de pied dans cette fourmilière-là, avec des spécificités, avec une simplicité.
Vous n'avez pas de frais cachés qu'on évoquait auparavant pour tout ce qui est téléchargement, pour les appels API. Wasabi, ils fournissent de l'object storage et ils font ça très bien et ils font uniquement ça. C'est ce qui leur permet d'être beaucoup plus compétitifs que les différents acteurs cloud plutôt traditionnels et d'avoir également de bien meilleurs résultats sur tout ce qui est benchmark, tests de performance, etc. Donc nous, c'est pour ça que du côté de Wattsoft, on a décidé de mettre en place en partenariat avec Wasabi une offre de stockage à destination de tous nos MSP qu'on a nommé Watt Stockage qui est ultra intéressante pour toutes les différentes parties du channel. Il faut savoir que en termes de prix, comme vous avez pu le voir au niveau de l'histogramme auparavant, on est 4 à 5 fois moins cher que la concurrence avec cette offre, donc sans coût caché, ce qui est vraiment quelque chose d'énorme. Au niveau des benchmarks, c'est ce que j'ai évoqué en termes de rapidité, on a de bien meilleurs résultats que les acteurs historiques du cloud, tout en s'appuyant sur une durabilité de 11.9 qui certifie une énorme sécurité au niveau de la data et de l'accès à cette data. Aujourd'hui, les avantages pour les différents MSP de profiter de notre offre Watt Stockage vont être déjà la centralisation au niveau comptable pour tout ce qui est facturation. Du coup, ceux qui travaillent déjà avec Wattsoft vont pouvoir bénéficier des conditions qu'ils ont actuellement en termes de paiement, de règlement sur les commandes qui sont en cours depuis bien longtemps. On a également la possibilité et une simplicité de synergie, je dirais, avec les différentes solutions Wattsoft qu'on a au catalogue. On évoquera ça un petit peu plus tard, mais très rapidement. L'intérêt de passer avec nous, c'est également d'avoir accès à un support français premium. Pour tous nos partenaires MSP, vous avez accès à un support francophone quand vous le souhaitez lors de nos horaires d'ouverture. Il faut savoir que le fait de travailler avec Wattsoft, en plus de mettre pour vous à disposition des différentes solutions, nous, ce qui fait vraiment notre valeur ajoutée, c'est toute la partie accompagnement. On est là pour vous aider à chiffrer des projets, à mettre en place des périodes de test, à vérifier au niveau technique que tout fonctionne par rapport à ce que vous avez envisagé pour votre offre chez vos clients. On va même essayer de vous aider à structurer votre offre de manière à ce que les profils qui ont un petit peu plus de mal avec la partie commerciale aient un support. Et le gros plus de notre offre au Watt Stockage, c'est qu'on a décidé de créer et de donner, je dirais, de simplifier l'accès au RCS, qui est le meilleur modèle chez Wasabi pour le stockage des données cloud. Et nous, on a mis à disposition des RCS de 10 et 25 Tera pour nos MSP de manière à démocratiser un petit peu plus l'accès sur ce modèle-là. Voilà. Ce qui est important de prendre en considération lorsqu'on va fournir du stockage cloud à ses clients, c'est la pratique du surbooking. Il ne faut surtout pas se limiter à la taille source qu'on va avoir chez son client. C'est très important de ne pas se baser sur les données qui sont chez le client parce que imaginez qu'un client a 1 Tera 2 de données, vous allez lui faire une offre sur l'année et vous allez devoir donc anticiper et prévoir, sous forme de projection bien sûr, une évolution de la data dans l'année. Donc, c'est quelque chose que vous allez prendre en considération. Si le client a 1 Tera 2, vous allez peut-être lui en vendre 2, voire 3. Vous allez également prendre en compte le fait des performances des différents softs que vous allez utiliser, notamment pour la partie backup, qui vont vous permettre de gagner et d'économiser une partie du stockage. Donc, des fois, dans les cas de figure où on a un client qui a 1 Tera 2 de données sources, on va lui vendre 2 ou 3 Tera, mais en réalité, après dédupe et compression au tout début, au départ, on va réellement utiliser sur le stockage cloud que peut-être 500 ou 600 gigs. Donc, ça va vous donner plus de possibilités et ça va vous ouvrir la possibilité de faire du surbooking. Très honnêtement, c'est ce qu'il faut faire et le plus rapidement possible. Vous allez de cette manière optimiser la rentabilité
de votre stockage cloud et même quasiment autofinancer les clients suivants par les clients actuels. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux sur lequel vous devez vous baser et qui va vous permettre d'avoir des ressources, des revenus, je dirais, récurrents très, très, très rentables qui vont également financer les évolutions futures de volumétrie, de nouveaux clients potentiels. Tout votre développement commercial va s'auto-financer avec la pratique du surbooking. Sur l'offre Wattstockage qu'on a mis à disposition, vous avez deux modèles de fonctionnement. Hein. Vous avez un modèle qui est mensualisé, qui est le Pay as you go, sur lequel il est intéressant de partir quand on a des petites volumétries. Vous avez un tarif qui est mensuel au Tera par tranche de 1 Tera. Sur ce modèle-là, pour amorcer, c'est très bien. Vous avez une obligation de dépôt des données pendant 80 jours minimum, un pricing qui va être adapté à votre volumétrie. Vous vous doutez bien que plus la volumétrie choisie au niveau du RCS va être élevée, plus le prix au Tera derrière pour vous sera intéressant. C'est le modèle le plus recommandé quand on est à grande échelle forcément. Et même pour moi, à partir de 4-5 Tera, on peut déjà partir sur un RCS 10 Tera sans aucune inquiétude. C'est un modèle qui vous permet d'avoir une énorme rentabilité très clairement sur le marché, d'être très compétitif au niveau des propositions que vous pouvez faire à vos clients. Ce que j'évoquais auparavant, c'est qu'il y a un énorme réseau de partenaires technologiques qui sera compatible avec l'offre Wattstockage et la partie Wasabi. Donc, en termes de backup, au catalogue Wattsoft, vous avez Altaro, Backup Assist, mais d'autres partenaires vont l'utiliser avec un Vim, avec du Arcserve, avec différentes solutions. Il faut simplement prendre en considération le fait d'avoir la possibilité d'utiliser un stockage S3 compatible et vous aurez possibilité d'externaliser les backups de vos clients vers votre offre Wattstockage. Pour en savoir plus, juste sur ce point, on a une question, donc je vais la poser tout de suite. Oui. On me demande si la solution est compatible avec des éditeurs de virtualisation comme Microsoft, par exemple. Alors, il va falloir avoir un soft qui va prendre en charge le protocole S3 très clairement derrière. Donc, chacun va avoir ses différents critères et ses différentes possibilités. C'est vraiment à voir au cas par cas. D'accord, merci. Je te laisse continuer. Non, mais après, pour le coup, moi de mon côté, j'ai terminé. Hein. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez prendre contact avec nous. Si vous avez des questions, c'est le moment d'y aller. Alors, Anthony, on a une petite coupure de son à un moment donné, malheureusement. D'accord. Notamment quand tu évoquais le principe du surbooking, est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu ce que ça implique? Alors, le but, en fait, je vais l'expliquer très, très, très rapidement et très simplement. On va schématiser avec des chiffres simples. Imaginez que vous prenez 50 Tera sur l'offre Wattstockage. Votre but n'est pas de vendre 50 Tera à vos clients pour schématiser. Vous allez vendre 100 ou 150 Tera à vos clients parce que forcément, vous allez chiffrer une évolution de la data sur l'année. Vous allez bénéficier des performances des différents softs que vous utilisez en termes de dédupe et de compression, qui fait que entre ce que vous allez vendre chez votre client avec une prévision d'évolution et ce que vous allez réellement consommer, ça peut être des fois, on va dire, du simple au triple. Donc forcément, l'espace que vous avez vendu entre guillemets à ce client-là et qui sera à votre disposition, il faut l'utiliser sur d'autres clients et venir petit à petit, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, autofinancer les prochains paliers par une optimisation au niveau du stockage. C'est qu'on fait aussi de l'économie d'échelle en provisionnant davantage de stockage que ce qu'on va en vendre. Exactement. Exactement. Ok, très bien. Il y a eu également des questions concernant directement Wasabi, donc on va les garder pour la fin de la table ronde puisqu'on aura Richard avec nous qui pourra y répondre directement. A priori, nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. De toute façon, on retrouve Anthony également au moment de la table ronde. Donc, s'il y a des points qui vous demandent quelques éclaircissements, vous n'hésitez pas aussi à les poser pendant la table ronde.
Donc, vous êtes Frédéric, vous êtes technicien en solutions informatiques et Fabien Boutoyer, vous êtes chargé d'affaires pour les entreprises au sein de Grenat Group. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord commencer par nous dire un petit peu ce qu'est Grenat Group? Il y a deux entités, je crois que vous m'aviez expliqué. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu l'organisation de votre entreprise? Ouais, donc vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Donc le groupe Grenat, on est basé à Brest, on est une quarantaine de collaborateurs, donc divisés en trois entités, dont la holding, je ne vais pas en parler, c'est pour personne administrative bien entendu, mais après on a deux activités bien distinctes. Donc Grenat Solutions, qui est intégrateur de solutions ERP, notamment le ERP d'Ivalto, et éditeur d'applications mobiles, donc Divacom. Et de l'autre côté, on a donc Grenat Gestion, sur lequel on intervient avec Frédéric, au niveau commercial et au niveau technique, sur lequel on déploie tout ce qui est solutions de gestion pour les professionnels du bâtiment, logiciel de gestion de dossiers patients pour les professions libérales, les médecins, et également tout ce qui est bien sûr matériel informatique et solutions de sécurité, antivirus, et donc les sauvegardes. Voilà un petit peu au niveau du périmètre de ce que l'on fait au niveau du groupe. Alors, le son est assez moyen, Fabien, de votre côté. Ça dépend un petit peu des moments. Donc, vous êtes à la fois revendeur, on va dire revendeur traditionnel, et MSP. Vous avez les deux activités, en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Donc, vous avez parlé un petit peu de la typologie client. C'est donc très sectorisé. Vous avez deux secteurs. Oui, on a deux secteurs, effectivement. Le bâtiment et la santé, donc avec des problématiques, évidemment, très différentes. Les tailles des entreprises que vous adressez, c'est quel type de taille? Les entreprises, ça va de l'artisan, qui est tout seul, à des entreprises jusqu'à 130, 140 salariés. D'accord. Donc, ils ont évidemment des problématiques. En nombre de postes informatiques, de 1 à 60, on va dire, quoi. D'accord. La part de l'offre stockage dans cette offre, elle est propre à… Enfin, tous vos clients, en tout cas, ont des besoins de stockage. Vous adressez tous vos clients avec des offres stockage, ou est-ce que certains qui préfèrent passer par d'autres solutions? Est-ce que c'est souvent dans une offre globale qui s'intègre à la brique stockage? Bien sûr, on propose les offres de stockage dans toutes nos offres. Après, il y a encore des gens qui sont assez réfractaires aux solutions de stockage cloud, mais ça a tendance, on va dire, à se démocratiser quand même. Réellement. D'accord. Il y a quand même donc une éducation encore à faire pour expliquer. Anthony parlait de la règle du 3-2-1, par exemple. Typiquement, c'est quelque chose qu'on prône, qui semble tout à fait logique, en tout cas, mais qui n'est pas forcément appréhendé par toutes les entreprises de la même façon. Ouais, tout à fait. Et puis la question qui revient simplement, c'est où vont mes données? C'est la question basique à laquelle il faut savoir répondre au niveau des clients, tout à fait. Et justement, vous êtes un acteur plutôt local, donc intégré sur la Bretagne, à Brest. Du coup, cette notion un peu de proximité, est-ce que c'est plutôt bénéfique quand vous allez parler de stockage, même si finalement vous pouvez utiliser des data centers qui sont peut-être n'importe où en Europe ou en France, mais est-ce que finalement le fait d'être local est un avantage pour vous par rapport à vos clients sur l'offre stockage notamment? Ah oui, très clairement, parce qu'on a la proximité avec notre client, donc on les connaît, on les voit, on n'est pas juste là à intervenir par téléphone. Donc oui, la proximité joue un rôle essentiel. En Bretagne encore plus, nous on est à Brest, mais les Brestois aiment bien travailler avec des Brestois, on va dire. Donc effectivement, ce côté proximité est très très important. Et oui, je reviens juste à ce que vous disiez avant. Nous, deux secteurs d'activité, effectivement, qui ont des contraintes, notamment au niveau de la santé, puisque héberger des données dans le cloud nous impose que les data centers sur lesquels on va stocker les données sont agréés HADS, donc hébergeurs de données de santé. Et sans ça, effectivement, on peut pas proposer ces solutions-là à notre clientèle médicale. D'accord. Du coup, alors vous me l'aviez expliqué quand on s'est parlé un petit peu avant cet entretien, vous êtes client au Wasabi, en tout cas, en tant que MSP. Wasabi qui pour l'instant, en tout cas, n'a pas cet agrément HDS. Donc vous êtes obligé en fait d'avoir deux offres en parallèle. Parce que vos clients en santé, pour eux, c'est une condition sine qua non, évidemment. C'est ça. Donc effectivement, nous, aujourd'hui, nos clients professionnels entreprises, donc l'offre couplée Altaro, Wasabi, pas de problème. Par contre, pour nos clients médecins, on est aujourd'hui obligé de proposer une offre Altaro plus, pour l'instant en tout cas, Azure, puisqu'Azure, lui, est agréé HADS.
Et ce que Anthony décrivait justement sur les problématiques tarifaires, où on voit des écarts quand même assez énormes en ce que peut proposer Wasabi, notamment dans les solutions de téléchargement des données, et ce que ne fait pas donc Azure, Google ou d'autres grands acteurs du cloud. Ça, vous le ressentez aussi au niveau de vos clients, j'imagine. Mais est-ce qu'ils sont conscients, eux, que il y a des solutions qui pourraient être beaucoup moins chères, mais qui pour l'instant ne sont pas compatibles techniquement, mais qui pourraient l'être, ou est-ce que pour l'instant, ce n'est pas une problématique pour eux? Non, c'est pas une problématique. On leur propose une solution clé en main à tel tarif, un petit peu sur le modèle qu'a présenté Anthony il y a quelques minutes. Voilà, XVM représente tant par mois. Et à partir de là, non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, vous parlez de VM, mais c'est une partie du stockage. Est-ce que tout le stockage de besoin de données immédiates ou d'archivage, c'est aussi des choses que vous proposez? En fait, je veux dire, l'offre stockage, comme je le disais en introduction, elle est extrêmement variée. Je vais peut-être laisser Fred en parler sur ce Oui, au niveau du stockage en ligne, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup pour du backup de données, que ce soit avec WattStockage ou avec d'autres solutions qu'on utilise. Mais aujourd'hui, le stockage en ligne, on s'en sert exclusivement pour du backup, que ce soit de la VM ou du NAS. Comme disait Anthony, sur Wasabi, ça s'intègre très bien. Et pour nos clients médecins, c'est du stockage sur Azure, mais c'est vraiment du backup de données, quoi. Il n'y a pas de stockage cloud pour des données accessibles en temps réel, ou alors c'est avec des solutions peut-être plus Microsoft type SharePoint, etc. pour du partage d'informations et de la GED. Mais pour tout ce qui est Wasabi, ça sera vraiment pour du stockage de backup. D'accord. Et les notions donc de surbooking, de provisioning, tout ce qu'a évoqué Anthony, c'est des choses que vous intégrez vous aussi dans votre organisation. C'est-à-dire que vous prévoyez de l'espace peut-être en plus que vous allez répartir entre vos différents clients. Est-ce que vous faites plutôt du cas par cas en fonction des demandes de vos clients? Aujourd'hui, on est encore sur la solution Pay As You Go. Donc, on va arriver, je crois, Anthony, si je dis pas de bêtises, sur le premier palier de 10 Tera là, de stockage. Donc aujourd'hui, on est en Pay As You Go, donc c'est vraiment quand on a des clients, on intègre l'augmentation de volumétrie au cours de l'année, mais on n'a pas encore réfléchi au modèle où on va prendre un quota de 10 ou 25 ou 50 Tera et puis ensuite le répartir et faire du surbooking à proprement parler, comme disait Anthony. Donc c'est, je pense, une problématique qui va se poser dans le courant de l'année 2021, là où on continue à engranger un petit peu du stockage cloud. Donc fatalement, on va arriver sur ces paliers où ça va être plus intéressant et pour nous et plus facile à gérer aussi de passer sur un modèle RCS. D'accord. Quand on parle de stockage, évidemment, il y a une problématique de sauvegarde, de backup. Il y a une problématique qui est forcément induite, c'est celle de la sécurité des données. Et évidemment, l'actualité récente ou pas, mais on parle de ransomware. On a eu récemment l'incendie d'OVH sur lequel on reviendra peut-être aussi tout à l'heure au moment de la table ronde. Forcément, les clients de leur côté, ils voient ça, ils s'y connaissent pas forcément grand-chose, hein, comme vous êtes DSI des entreprises que vous servez en quelque sorte, hein, en tant que MSP. Donc, est-ce que vous avez aujourd'hui des interrogations, des nouvelles interrogations de clients qui sont surpris de se dire mais je comprends pas quand un data center a un incendie, comment les entreprises peuvent perdre leurs données, parce qu'on a l'impression que c'est en fait le coffre-fort inviolable en fait, le data center. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui de nouvelles questions posées par vos clients de ce domaine-là? C'est vrai qu'à la suite de l'incendie d'OVH, on a eu pas mal de fois le cas qui a été posé par nos clients qui se demandaient en effet comment ça se faisait. Alors après, c'est à nous de les éduquer, de leur expliquer que parce qu'on est en ligne, on n'est pas forcément l'hébergeur a pas forcément de redondance, multisite, etc. Et c'est ce que nous on s'attelle à faire, à leur expliquer que autant pour l'offre WattStockage que pour l'offre Azure, on s'assure que les données sont bien entendu sur des serveurs au moins RGPD voire HDS, plus qu'il y ait de la redondance et que s'il y a un incendie ou autre chose sur un data center, leurs données soient pas complètement perdues. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal d'interrogations à ce niveau-là et régulièrement avec quand on entend parler de telle entreprise ou tel machin qui s'est fait pirater ou tel ransomware qui sort, c'est régulier, c'est cyclique. Voilà, merci. Ouais. Et oui, les interrogations sont là. Il y a une sorte de contrat de confiance à établir entre vous, vos clients, et puis également vos fournisseurs, parce que là, on est dans une solution un peu tripartite, 4, même si on rajoute WhatsApp, évidemment, aussi, qui fait partie de la boucle. Il faut que tout le monde soit conscient des risques.
mais que tout n'est pas forcément toujours couvert. Il faut aussi bien lire les contrats. Et on a aussi des contrats un petit peu à géométrie variable. Il faut faire attention à ce genre de choses également. Je pense que les clients aujourd'hui sont bien conscients que la sécurité 100%, c'est une douce illusion. Nous, on fait ce qui est faisable au plus qu'on peut pour les sécuriser au maximum. Après, l'avantage de s'adresser à du professionnel aussi, c'est qu'on n'a pas le discours d'un particulier. Le professionnel est peut-être plus conscient de ce genre de risque. Mais après, c'est à nous aussi de rassurer nos clients et c'est l'avantage, comme disait Fabien, d'avoir une relation de grande confiance avec nos clients du fait de la proximité, c'est que ils savent que les choix que nous va faire auprès de nos fournisseurs, nos partenaires comme Wattsoft et les offres qu'ils proposent, c'est qu'on les aura éprouvés et que fatalement on aura confiance aussi en nos partenaires. Il y a aussi une nécessité un petit peu d'éduquer vos clients finaux, c'est-à-dire que vous faites souvent affaire, vous avez forcément affaire à des gens qui ne sont pas spécialistes de l'IT, qui connaissent un petit peu, mais qui ne sont pas forcément au fait de tout ce qui se passe. Est-ce que vous avez un petit peu des bonnes pratiques aussi que vous leur donnez pour expliquer à quoi il faut faire attention et comment on fait des bonnes sauvegardes ou comment même les solutions de sécurité que vous pouvez fournir également. Est-ce que tout ça est pris aussi en compte dans votre offre de service? Bien sûr, après c'est de l'éducation et c'est vrai que la problématique se pose moins avec je le vois, alors soit les médecins qui arrivent qui débarquent, qui sont un peu plus jeunes, ou les chefs d'entreprise qui reprennent des entreprises qui sont déjà plus au fait de ces choses-là, mais tous ceux qui sont d'une génération qui est celle d'avant la mienne, peut-être un peu plus encore, ils sont un petit peu perdus. Alors les médecins, ils disent moi tant que ça marche, je veux pas savoir comment ça fonctionne, donc tout va bien. Les chefs d'entreprise qui sont un peu plus âgés et qui ont moins c'est moins dans leur éducation, donc c'est vrai qu'il y a un peu plus de boulot à faire là-dessus. Voilà, les mots de passe, pas sur un post-it sur le bureau. Enfin, c'est des petites bêtises qui font que. Mais bon, ça fait partie de notre rôle aussi de conseil et de DSI entre guillemets de nos clients, quoi. C'est du bon sens, quoi. Mais c'est quelque chose sur lequel on insiste particulièrement. Un petit mot aussi sur Wattsoft et l'offre Wattstockage qui a été présentée par Anthony tout à l'heure. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes en train de passer des paliers d'utilisation apparemment sur cette offre-là. Qu'est-ce que vous cherchez justement sur un éditeur ou sur un distributeur vis-à-vis de ces offres? Il y a une certaine évidemment cohérence entre les différents outils ou les différentes solutions, j'imagine. Ouais, alors je reprends la parole. Nous, c'est vrai que au démarrage, c'est vrai que pour nos liens avec Altaro, on s'était orienté sur Azure parce qu'on avait une possibilité de interfacer, entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça. Il se trouve qu'on a eu la présentation avec Anthony, du coup, de Wasabi. C'était en fin d'année 2020, je crois. Chose comme ça. Alors bon, après, peu importe la période. Et le pourquoi on a finalement fait la bascule, parce qu'on avait une solution qui était en place et qui était simple. Il y a une raison qui est financière, parce qu'effectivement, Wasabi il sera moins cher qu'Azure. Et la deuxième, c'est surtout qu'on a une console qui est nettement plus simple qu'Azure en termes d'interface et d'utilisation. C'est-à-dire qu'on va à l'essentiel avec Wasabi. Et de ce fait-là, nous, on n'est pas. La plateforme Azure, elle est quand même large et complète. Pour nous, ce qu'on en fait en tout cas. Et c'est vrai que Wasabi, pour nous, on va à l'essentiel et on fait exactement le service qu'on attend pour nos clients. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup tous les deux pour cette présentation détaillée. On va se retrouver, Merci. Alors je crois peut-être avec Frédéric pour la table ronde. Je ne sais pas si Fabien participe également. Tous les deux, d'accord. Je serai à côté, mais c'est Frédéric qui va y participer. Ouais. D'accord, parfait. Anthony est là, parfait. Frédéric aussi, impeccable. Tout le monde est là. Merci beaucoup. Il y a eu quelques questions, alors que j'ai pas pu noter parce que je faisais l'interview, donc je veux bien qu'on me les renvoie après, parce qu'il y a eu des questions pendant l'entretien avec Grenat, et on les posera à la fin de la table ronde. Richard, parce qu'on ne vous a pas encore vu, je vais vous laisser vous présenter et représenter un petit peu aussi Wasabi par rapport à tout ce qu'a dit Anthony tout à l'heure, remettre un petit peu dans le contexte de l'offre de stockage global ou le marché en tout cas global de la sauvegarde aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Merci Vincent. Alors quelques mots sur moi. Donc moi je suis le vice-président Europe de Wasabi. Je m'occupe particulièrement effectivement du développement commercial de Wasabi. On a démarré l'activité de Wasabi, qui est une société américaine qui a été créée
à Boston en 2015. Donc, ça fait déjà quelques années qu'on est sur le marché aux États-Unis. On est arrivé sur le marché en 2019. Donc, j'ai démarré l'activité européenne en 2019. Et on a un premier data center qui se trouve sur Amsterdam. Donc, on a démarré une activité dans le domaine du stockage. On ne fait que du stockage de données. Donc, contrairement à Microsoft ou Amazon ou tous les autres acteurs dans le domaine du cloud, on ne fait pas du tout de compute, on ne propose pas de couche de compute, ce qui nous permet en fait de nous différencier des autres acteurs du marché, en apportant en fait une spécificité liée au stockage de la donnée, puisqu'on fait du stockage de type S3, comme vous l'avez précisé, sur de grosses capacités, avec une très forte data durabilité qui est mesurée sous forme d'un chiffre, qui est le 99,99 après la virgule. Donc, c'est ce qu'on a l'habitude de mesurer, cette data durabilité qui exprime finalement la capacité de la donnée à résister à tout type de sinistre. Donc, c'est pour ça qu'il y a une confusion qui est véhiculée par le fait qu'effectivement, stocker des données dans le cloud, c'est pas forcément faire des sauvegardes, ça n'a rien à voir. Simplement, stocker les données dans le cloud sur Wasabi, par exemple, ça permet de s'assurer du maintien en vie de ces données durant une très longue période. Donc voilà, on est à peu près 150 personnes sur Wasabi. On a une croissance exponentielle. On a levé à peu près 250 millions de dollars pour développer l'activité de l'entreprise. On va s'étendre peu à peu en Europe avec de nouveaux data centers qui vont se déployer sur l'Angleterre, la France et l'Allemagne dans les prochains mois. Donc voilà, on a une stratégie de diffusion en fait de l'offre Wasabi, mais aussi en prenant en compte les contraintes réglementaires de certains pays, notamment la France. On aura la possibilité de pouvoir héberger des données et notamment de se faire certifier HDS éventuellement pour l'hébergement des données de santé. Oui, apparemment, c'est très attendu par beaucoup de ceux qui nous suivent. Donc, on pourra peut-être vous en parler un peu plus tard. Mais vous avez aussi, vous ne l'avez pas évoqué, une stratégie entièrement en direct, ce qui est forcément aussi très important pour ceux qui nous écoutent. Vous passez par des distributeurs et des MSP. Voilà, on a très très peu de clients directs. C'est surtout vrai aux États-Unis. On a démarré aux États-Unis en faisant des ventes directes, mais depuis 2019, lorsqu'on a démarré l'Europe, on a essentiellement bâti notre approche commerciale vers l'indirect. Donc, on s'appuie sur un réseau de partenaires. On a à peu près 600 partenaires sur l'Europe maintenant. Donc, on voit qu'on a quand même un écosystème de partenaires assez riche. Et on a environ 350 partenaires technologiques. Alors, les partenaires technologiques sont les acteurs en fait qui apportent des solutions qui sont compatibles S3 et qui peuvent se connecter à Wasabi. D'accord, bon, on y reviendra tout à l'heure, avec notamment le rôle aussi de WhatsApp dans ce paysage. Mais vous le disiez, donc aujourd'hui, pour les entreprises, il y a aussi une prise de conscience de l'importance des données. C'était pas forcément quelque chose qui était évident avant. Aujourd'hui, elles se rendent compte que la donnée, non seulement c'est important pour le quotidien, mais c'est aussi une vraie ressource à laquelle il faut faire attention et qu'il faut pouvoir conserver. Est-ce que vous sentez aussi qu'il y a une évolution justement dans cette prise de conscience des clients, quelle que soit leur taille d'ailleurs, pas forcément les plus grosses entreprises, mais aussi les petites? Alors, la prise de conscience, je pense que les gens étaient conscients de l'importance de leurs données. Ce qui a peut-être changé cette prise de conscience, c'est la quantité de données à gérer. C'est-à-dire que, évidemment, la quantité de données qu'on va stocker dans l'entreprise en général, qu'elle soit petite ou grande, croît de façon exponentielle. À un moment donné, ça va poser des problèmes de gestion. Et donc, j'allais dire, les responsables de l'infrastructure tirent les sonnettes d'alarme, puisqu'ils sont tout le temps en train de demander des ressources supplémentaires, que ce soit des ressources humaines pour manager le disaster recovery ou des ressources physiques pour stocker tout simplement ces données. Le stockage de la donnée a une croissance plus qu'exponentielle. Vous aviez parlé tout au début de ce que représente le stockage de la donnée, mais il faut savoir que si on projette aujourd'hui la croissance telle qu'elle existe à l'heure actuelle, d'ici une centaine d'années, il y aura plus de données que d'atomes présents sur la Terre. Donc, ça donne une idée de la quantité de données qui va être générée par toutes les entreprises. Et donc, à un moment donné, on prend conscience effectivement qu'il y a un problème
Et ce problème, il se traduit par, alors malheureusement souvent par de la perte de données, puisqu'on n'a pas su mettre en œuvre des moyens techniques qui permettaient de croître en fonction du volume de données qui, lui, croît beaucoup plus vite. Ou alors, il y a aussi des problèmes de compétences liés à la gestion du stockage lui-même. Donc, l'arrivée de Wasabi, on va dire, a créé un marché, puisqu'on vient résoudre une problématique qui est très spécifique, qui est, qui est celle de l'archivage de la donnée, notamment pour le backup. Les gens utilisaient la plupart du temps des supports de type média ou voire stocker leur backup sur disque. Et effectivement, du disque, ça consomme de l'énergie et les médias de type bande, ça présente un certain risque de détérioration, de perte, de vol. Bref, il y a un certain nombre de risques associés. Donc, l'externalisation des tapes, c'est assez contraignant. Et donc, Wasabi, par son positionnement en performance et en coût, crée un marché de remplacement. Donc, on va remplacer ces méthodes qui étaient un peu artisanales, on va dire, ou peu efficaces, par une méthode beaucoup plus systématique qui est de stocker à partir des logiciels qui sont prévus pour ça, hein, donc les logiciels de backup notamment. On va stocker directement dans le cloud, on va externaliser la donnée de l'entreprise vers un endroit qui est ultra sécurisé, qui est dans des data centers qui sont des data centers tier 4, donc qui présente un environnement aussi physique qui va protéger l'accès à la donnée. Donc on résout deux problèmes, le problème de la place et donc de l'encombrement et des risques liés aux médias qui sont stockés dans l'entreprise, et on externalise les données en la sécurisant dans des data centers qui apportent un niveau de sécurité qui est bien plus élevé que ce qu'on peut trouver dans n'importe quelle entreprise. Donc, quand on stocke 1 Tera de données sur Wasabi, on a exactement le même niveau de résilience et de protection physique que si on stockait 50 pétas. Donc, c'est exactement le même service. C'est un niveau de service de type enterprise. Donc, chaque client de Wasabi qui stocke quelques centaines de gigas sur Wasabi bénéficie d'un environnement enterprise qu'il ne pourrait pas forcément se payer. Frédéric, c'est ce que vous constatez aussi, c'est-à-dire que vous avez fait une évolution technologique aussi de l'offre de sauvegarde. Peut-être vous aviez même des clients qui étaient sur bande également, comme l'évoquait Richard, et qui ont basculé vers une sauvegarde dans le cloud. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'avec avec l'arrivée de Wattsoft et de leur offre Wattstockage avec Wasabi, on a pu migrer pas mal de clients qui avaient des solutions de sauvegarde un petit peu archaïques quand on regarde aujourd'hui, vers quelque chose qui est vraiment très performant, et pour avoir fait quelques redescentes aussi de données, on est vraiment sur on est venu au 21e siècle là, du coup. Pour certains clients qui étaient vraiment loin. C'est vrai qu'on a gagné pas mal. Et l'explosion des volumes dont parlait Richard, c'est que vous le constatez aussi auprès de vos clients. Oui. C'est-à-dire que, vous voyez, on est passé du téraoctet presque au pétaoctet aujourd'hui pour même des petits clients. Ah oui, le nombre de données, le volume de données a explosé, c'est sûr. Et j'ai l'impression que c'est exponentiel, donc d'où l'intérêt d'avoir des solutions de stockage où on peut bénéficier de gros espaces à des coûts moindres. C'est ouais, et peu importe la taille de l'entreprise, hein, c'est pas que les grosses boîtes qui ont beaucoup de données, mais même le petit artisan, il est amené à multiplier son volume de données. Donc Anthony, justement du côté de Wattsoft, là l'intérêt c'est de proposer un catalogue qui s'adapte aussi, comme on l'évoquait tout à l'heure, par palier aux besoins des MSP et par rebond à ceux de ses clients. Bien sûr, le but, c'est vraiment d'avoir un pricing le plus adapté possible par rapport à sa situation et à ses projets, de manière à être le plus compétitif possible sur le marché et que l'offre soit la plus séduisante possible pour les clients finaux, tout en gardant en considération que le MSP doit quand même aussi gagner sa vie et qu'il puisse forcément appliquer une marge derrière tout en restant bien plus compétitif que la concurrence. L'argument du prix, Richard, évidemment, pour Wasabi, c'est aussi ça qui a permis l'explosion du succès de votre offre. Moi, extérieurement, j'ai du mal à comprendre que vos concurrents ne s'adaptent pas quand ils voient qu'on peut le faire, de se dire Wasabi va tout bouffer, ou d'autres vont arriver, ils vont faire la même chose. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on arrive encore à avoir une telle dichotomie entre des offres extrêmement chères, notamment sur la partie téléchargement,
et d'autres comme Wasabi qui arrivent avec des offres hyper compétitives dans ce domaine-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un espèce d'alignement, un consensus général? Alors, tout d'abord, les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les opérateurs de cloud comme Microsoft ou Amazon, qui sont nos partenaires, c'est-à-dire que paradoxalement, beaucoup de nos partenaires sont aussi des partenaires de Microsoft Azure, sont des partenaires d'AWS, mais utilisent du Wasabi. Donc, j'allais dire que chaque offre correspond à un type d'usage. Lorsqu'on va se tourner vers Microsoft ou sur Amazon, c'est que l'on cherche une solution qui va pouvoir aussi faire tourner des applications dans le cloud. Et donc, on va chercher en fait le meilleur du cloud. Amazon et Microsoft doivent, eux, assurer l'ensemble de la panoplie des services. Donc, on va dire qu'ils ne sont pas spécialisés, ils sont des généralistes du cloud. Nous sommes des spécialistes de la sauvegarde sur disque. Enfin, quand je dis de la sauvegarde, du stockage massif dans un environnement de type cloud. Donc, on est extrêmement spécialisé dans cet écosystème cloud, ce qui nous a permis de développer et de constituer une entreprise avec des équipements, une architecture technique qui répond uniquement à ce besoin. On n'a pas développé une architecture technique qui va justement être agile et faire du compute et faire du block storage, etc. Donc, lorsque vous achetez du stockage objet chez Microsoft ou chez Amazon, indirectement, vous êtes un peu pénalisé par le fait que Microsoft se doit et Amazon se doivent de constituer une offre qui peut utiliser ce stockage pour différents niveaux de performance. C'est pour ça que vous avez, par exemple, vous aviez évoqué le prix ou la performance, mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple le niveau de tiering. L'adaptation, c'est de se dire, chez Microsoft, si vous voulez, ou chez Amazon, c'est pareil, on va dire, c'est le même esprit. On va créer un tir d'archivage. Donc, on va l'appeler glacier, on va l'appeler archive, et on va utiliser de la tape. Donc, on voit bien qu'il y a un système qui a été mis en œuvre il y a peut-être une dizaine d'années chez ces gros acteurs. Il est massif et ils ne peuvent plus s'en défaire. Donc, ils sont obligés de décliner parmi cette offre différents niveaux de tiering de stockage. Quand Wasabi est arrivé sur le marché en 2015, tout d'abord, c'est après 10 années, vous l'aviez évoqué au début, 10 années d'expérience avec Carbonite. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Carbonite, mais Carbonite est devenu en l'espace de 10 ans quasiment le leader mondial du cloud backup. Donc, des milliards de fichiers, plusieurs dizaines de milliards de fichiers stockés sur Carbonite. Il y a plus de fichiers sur Carbonite que sur Netflix. Une très, très grande expérience de la démocratisation du cloud backup, mais surtout de la gestion d'une volumétrie énormissime dans le cloud et de façon distribuée. Donc, c'est une industrie. Les fondateurs de Carbonite qui ont créé Wasabi, voilà. si on revient. Les deux fondateurs de Wasabi sont les fondateurs de Carbonite. Mais dans Wasabi, alors on a ces deux sociétés différentes. Il n'y a pas d'émanation ou de spin-off, ce genre de choses. Mais en termes de culture, d'ADN, il y a une ADN de l'industrialisation du stockage dans le cloud, l'optimisation. Comment on devient en 2005, quand Carbonite a été créé, le backup existait déjà. À l'époque, les acteurs dans le domaine du backup existaient déjà, ils étaient leaders, et pourtant, ils ont été mangés, entre guillemets, dans le domaine du cloud par une société comme Carbonite. On assiste un petit peu à la même histoire avec une échelle un peu différente avec Wasabi, puisque cette industrialisation du stockage est absolument nécessaire pour réduire les coûts. Si demain, vous vous lancez, n'importe quel éditeur peut éventuellement se lancer dans le stockage objet, mais très vont être confrontés à des économies d'échelle. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte que pour pouvoir apporter un stockage moins cher qu'Amazon ou Microsoft, il faut acheter énormément de stockage et avoir une énorme culture industrielle dans le domaine du cloud. Donc, cette expérience, on l'a dans Wasabi. C'est-à-dire c'est une société, certes, jeune, mais qui a un historique, qui a un ADN de culture et de production dans le domaine du stockage. Donc, on s'est effectivement positionné sur un marché qui est en très forte croissance. C'est-à-dire que l'autre volet qui fait que finalement Microsoft ou Amazon sont pas forcément attentifs à la situation, c'est que je pense que Microsoft et Amazon stockent peut-être 1000 ou 2000 fois ce que stocke Wasabi dans le monde. Bien sûr. Donc, ils vont commencer bien avant. Donc, j'allais dire demain,
je ne vois pas le patron d'Amazon S3 aller voir son Jeff Bezos et lui dire j'ai une super idée, je vais diviser nos revenus qui se comptent en milliards de dollars dans le stockage, je vais les diviser par 5. Je ne le vois pas en train d'expliquer ou de justifier une telle décision de la part d'Amazon. Donc, ils sont un petit peu maintenant prisonniers de leur offre. On parle de vendor lock. Vous aviez parlé des cost digress qui créent une situation de lock pour les clients, c'est-à-dire qu'un client qui va stocker sur Amazon ou encore une fois sur ces hyperscalers, on ne va pas citer tout le temps Amazon parce que ce sont nos confrères, j'allais dire, sur les hyperscalers, ils vont se retrouver dans une situation au bout d'un certain temps de vendor lock, c'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte trop tard que pour pouvoir récupérer leurs données, ils vont devoir payer l'hyperscaler. Finalement, ils se protègent contre des ransomware grâce à des outils de backup et ils vont payer un ransomware pour pouvoir récupérer leurs données d'une certaine façon. Alors, ce n'est pas exactement un ransomware, mais ils vont devoir payer pour récupérer les données. C'est exactement le concept d'un ransomware. Donc, finalement, ils sont prisonniers de cette offre. Et on a des clients, d'ailleurs, qui, de façon assez navrante, doivent rester chez Amazon ou Microsoft ou chez les hyperscalers, justement parce qu'ils ont stocké des dizaines de pétas sur ça coûterait trop cher, en fait, de transiter vers une autre offre. C'est ça que vous voulez dire. Voilà. Il faudrait tout récupérer, tout remettre. D'accord. Absolument. Récupérer. C'est quelque chose dont vos clients sont conscients aussi, que le coût de restauration et de récupération des données de sauvegarde, ou est-ce que finalement, comme j'espère pour eux, ils en ont le moins besoin possible, ils s'en rendent pas forcément compte. Et comment vous traitez ça? Alors, pas évidemment avec Wasabi, parce que ça se passe bien, j'imagine, mais du côté Azure, peut-être, comment vous traitez cette notion d'igress et de téléchargement des sauvegardes? Je vous demandais comment vous gériez justement cette notion de téléchargement quand vos clients en ont besoin, de récupérer des sauvegardes. Donc, ça coûte un certain prix, donc beaucoup moins cher chez Wasabi que chez Azure. Mais est-ce que les clients sont conscients justement qu'il y a cette notion aussi tarifaire de service? Ah, je crois qu'on a un petit problème de connexion. Est-ce que vous m'avez entendu? Après, ouais, c'est vrai que nous, on propose une offre packagée où du coup, il y a pour Wasabi, c'est plus facile parce que, comme disait Anthony, les coûts cachés, il n'y en a pas. Et pour Azure, aujourd'hui, on n'a pas eu le cas où on a dû redescendre une VM typiquement parce qu'un serveur est planté, parce que voilà, le cas s'est pas produit. Mais ces coûts-là qui pourraient se produire parce que un serveur d'un médecin a besoin de redescendre la VM, ça, il y aurait une facturation en sus, bien entendu, parce que c'est pas des coûts qui sont prévus à l'origine, quoi. Même si ça serait peut-être pas de l'ordre de 100%, mais il y aurait quand même une part de variable, en fait, qui est chose qu'on n'a pas avec l'offre web stockage, quoi. On l'a peu évoqué aussi, mais il y a également le problème, peut-être Frédéric va aussi pouvoir répondre, mais sur la notion aussi du réseau, enfin du fibre, de ADSL, SDSL. Aujourd'hui, avec les volumes qu'on a, est-ce qu'aujourd'hui les infrastructures sont suffisantes pour faire face, ou est-ce qu'il y a encore, notamment, vous êtes en Bretagne, je ne sais pas s'il doit y avoir encore des zones grises qui sont un petit peu complexes, et vous ne pouvez pas proposer toute l'offre que vous aimeriez à vos clients? La problématique se pose sur certains clients qui sont vraiment encore ravitaillés par les corbeaux. Quand on a une ADSL de 2, 3, 4 mégas, ça arrive encore. C'est vrai que c'est compliqué de proposer du stockage en ligne. Alors après, selon le client, ce qu'on peut faire nous, c'est quand on monte le serveur en atelier, c'est faire déjà un premier backup en ligne pour remonter toute la VM. Et ensuite, quand on arrive chez le client, après c'est que de l'incrémentiel, donc ça va plus vite. Mais il y a certains clients où en effet on est bridé par ce débit-là. Donc en effet, il y a quelques clients où c'est compliqué de proposer du stockage en ligne encore. Mais bon, c'est de moins en moins parce que les zones fibres sont quand même de plus en plus présentes. D'accord. Et Richard évoquait la nécessité d'industrialiser. Il parlait là pour le coup des fournisseurs plutôt qui ont évidemment des volumes gigantesques. Mais pour vous aussi, en tant que MSP, l'objectif, c'est d'avoir l'offre finalement la plus la plus cohérente et la plus proche possible d'un client à un autre. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à avoir justement des offres qui sont très au niveau du catalogue très fixes, très proches les unes des autres, qui vous évitent justement d'avoir à faire des cahiers des charges très spécifiques pour chaque client? Est-ce que ça vous aide justement ces offres cloud?
Ouais, c'est vrai que quand on a eu la présentation alors d'une part d'Altaro et ensuite de Wasabi avec Anthony, on a bossé un petit peu avec lui il nous a filé trois petits tuyaux pour avoir une offre packagée. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on arrive assez facilement à standardiser en fait. Qui va bouger, c'est le nombre de VM, le nombre après la volumétrie cloud, ça c'est logique, ça dépend de chaque client. Mais on arrive quand même assez bien à standardiser l'offre et on n'a pas besoin de à chaque fois avoir tout à reprendre de zéro pour chaque client. Aujourd'hui, 99% du parc c'est du standard et puis du coup ça nous facilite la vie aussi parce qu'on passe beaucoup moins de temps à faire les études client par client et les clients spécifiques c'est très très rare aujourd'hui. Enfin, ce qui va changer c'est le volume de données et le nombre de VM, c'est tout. D'accord. J'avais posé la question tout à l'heure, je vous avais posé la question, Frédéric, sur la sécurité, notamment suite à l'incendie qui s'est déclenché chez OVH en mars dernier. Richard, est-ce que vous avez vos propres data centers, donc j'imagine que vous aussi, vous avez des interrogations de la part de vos partenaires ou peut-être même de clients finaux sur qu'est-ce qui se passe si un de vos data centers prend feu. Est-ce que vous avez aujourd'hui des réponses à apporter à ce genre d'interrogations qui sont légitimes? Alors bon, le risque d'incendie dans un data center, en principe, doit être extrêmement limité, voire nul. Faut savoir que la conception des data centers aujourd'hui, lorsqu'ils sont, par exemple, si on prend le cas de Wasabi, nous on sélectionne les data centers pour nos hébergements de systèmes. Donc, on a des points de présence, qu'on appelle des points de présence. On a sélectionné, par exemple, pour Amsterdam, un data center qui est un data center qui est certifié Tier 4 chez Equinix. Donc, cette certification, elle impose de mettre en œuvre des certifications APSA qui sont des certifications très spécifiques liées en fait à l'extinction des incendies et de détection de fumée. Donc, j'allais dire que le data center est un bâtiment technique. C'est pas une pièce dans laquelle on va mettre une clim avec des ordinateurs à l'intérieur. Je dis pas que c'est ce qui s'est passé chez OVH, mais OVH n'est pas un hébergeur, n'a pas pour vocation d'être un hébergeur de type Equinix. OVH est un cloud provider qui a utilisé son infrastructure, qui a développé ses propres data centers pour ses propres besoins en tant que service provider. Nous, en fait, on est un peu différent. On va s'appuyer sur des géants du marché comme Equinix pour justement héberger nos systèmes dans des environnements qui sont très sécurisés. Maintenant, le risque, il est calculé, donc il est mesuré, notamment par ces niveaux de certification qui vont définir le niveau de redondance, le niveau de protection physique. Ce que permet Wasabi, c'est aussi de répliquer les données d'un endroit A vers un endroit B. Mais j'allais dire que dans la culture de l'object storage, alors c'est vrai avec Wasabi, c'est vrai avec tous les acteurs, l'idée, c'est pas d'avoir ces données en primary storage sur Wasabi. En général, 99% de nos clients vont mettre une copie sur Wasabi ou vont stocker des archives. Ça veut dire qu'ils ont quelque part ailleurs une copie de leurs données. En l'occurrence, ce qui peut être parmi les bonnes pratiques, stocker ces données chez un opérateur de cloud quel qu'il soit, n'empêche pas de faire des sauvegardes, puisque la plupart du temps, lorsqu'on va mettre en œuvre du compute, quel que soit l'opérateur de cloud, il faut mettre en œuvre aussi le disaster recovery plan. Et dans le disaster recovery plan, vous pouvez décider de faire des sauvegardes, tout simplement, dans le cloud, mais d'un site OVH, par exemple, vers Wasabi. Beaucoup de nos clients font ça d'ailleurs. C'est-à-dire que on dit du stockage 3-2-1, pour vous, c'est presque du 3-2-2 en fait. Il faudrait avoir plutôt deux stockages dans le cloud, c'est encore préférable. Oui, alors justement, je ne mettrai pas tous les clouds au même niveau. On va dire que l'opérateur de cloud, ce qu'il va faire dans un premier temps, c'est qu'il va déporter la partie exploitation système dans le cloud. Donc, vous allez quelque part confier à un opérateur comme OVH la fonction de faire tourner vos applications sur leur propre système. Il n'empêche qu'il faut continuer à mettre en œuvre un plan de disaster recovery. Et dans le plan de disaster recovery, vous allez pouvoir faire une sauvegarde directement sur Wasabi à partir d'OVH. Ça ne change pas grand-chose dans l'esprit,
puisque si votre système fonctionnait chez vous, il fonctionne chez OVH, vous faisiez des backups de chez vous vers Wasabi, vous faites des backups de chez OVH vers Wasabi. C'est un exemple. Ça permet de sécuriser ces données, mais surtout de ne pas être dépendant de la disponibilité de l'infrastructure d'OVH dans un data center pour pouvoir remonter éventuellement en cas de sinistre, comme ce qui s'est passé malheureusement pour OVH, sur un data center, vous auriez pu, si vous aviez une sauvegarde sur Wasabi, remonter l'infrastructure à partir d'autres sites comme à Roubaix ou à Gravelines, par exemple. Donc, il était tout à fait possible de faire une restauration. Et là, on est en plein dans le scénario du Disaster Recovery Plan. Le fait d'utiliser une technologie du 21e siècle, et je suis d'accord, c'est assez aberrant, c'est qu'on fait des sauvegardes sur bande, c'est-à-dire qu'on fait des sauvegardes des données du 21e siècle sur des technologies du 20e. Donc, il y a un petit problème, il faut changer. Donc, effectivement, stocker dans le cloud, c'est une bonne idée, mais il faut le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que ça se fait automatiquement ou facilement. Donc, nous, généralement, on vient en deuxième niveau, on va dire ça, dans le cloud, mais on ne met pas tous les clouds au même niveau. C'est-à-dire qu'on va avoir la partie active, la partie production, et puis la partie archive. Et c'est là où nous, on intervient. Donc, on va définir, je pense que d'ici très peu de temps, on aura ces niveaux de cloud qui vont être plus formalisés, puisque finalement, on déporte toute la gestion de l'IT dans le cloud. Mais les bonnes pratiques restent les mêmes. Un élément très important dont vous m'aviez parlé aussi, je crois que vous ne l'avez pas encore évoqué, c'est le fait que dans l'offre Wasabi, c'est toujours le client qui est maître de ces données. Ce n'est pas du tout ni Wasabi, ni son MSP, ni WhatsApp, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a une notion de cryptage et d'adressage qui fait qu'il est entièrement souverain sur ces données. Vous pouvez détailler un petit peu cette partie-là ? Alors, effectivement, la caractéristique d'un système comme Wasabi, c'est d'encrypter les données durant le transfert et sur le support. Ces données sont totalement encryptées. Wasabi n'a aucune idée du contenu de ces données. Tout à l'heure, j'entendais effectivement cette certification HDS. Alors, cette certification HDS, qui a été d'ailleurs complétée par le GDPR, c'est-à-dire qu'être certifié HDS ne vous impose pas de vous dispenser du GDPR, il faut respecter les deux. Et avoir le GDPR, malheureusement, ne permet pas d'être suffisant pour être HDS. Mais ça viendra. C'est-à-dire que ce qui se passe dans ce stockage cloud, on va dire qu'on va avoir des acteurs qui vont opérer vos données dans le cloud et vont les stocker. C'est-à-dire qu'ils ont un accès en clair aux données. Chez Wasabi, nous, on ne sait absolument pas ce que vous mettez sur notre système. Toutes les données sont encryptées et les clés d'encryption sont détenues par le client final. Donc, seul le client final a la possibilité de relire ces données. Et même si ces données étaient piratées, on va dire, ce qui est extrêmement complexe, mais bon, en admettant que ça soit possible, eh bien, en fait, le pirate ne pourra pas lire ce contenu sans avoir les clés d'encryption. Et ces clés d'encryption ne sont pas connues de Wasabi. Donc, c'est extrêmement complexe de pouvoir relire les données à partir de Wasabi. Et on a ajouté aussi d'autres niveaux de protection qui sont ce qu'on appelle des stockages de type immutable. C'est-à-dire que là, on peut imaginer qu'on a des systèmes automatisés qui viendraient s'infiltrer, comme par exemple des ransomware, dans une infrastructure qui se propage, on va dire, jusqu'au cloud, puisque là, encore une fois, si le cloud est connecté à votre environnement local, vous pouvez très bien propager ce ransomware à votre cloud. Et l'intérêt de Wasabi, et notamment dans cette protection immutable, c'est que les données qui seront stockées par Wasabi ne pourront pas être modifiées par des systèmes automatiques. C'est-à-dire un ransomware, un logiciel, une personne malveillante qui aurait volé les clés d'encryption, par exemple, et qui voudrait détruire tout ce qui se trouve sur Wasabi, ne pourra pas le faire. C'est-à-dire que même en ayant les mots de passe admin volés chez le client, les clés d'encryption volées chez le client et en se connectant sur le compte du client de Wasabi, donc ça suppose beaucoup de si, eh bien, l'étape ultime, c'est une destruction totale du contenu, par chantage, par tout ce qu'on veut. Eh bien, en fait, cette personne ne pourra rien faire, absolument rien faire sur Wasabi. Donc là aussi, ça peut être une protection externe, ça peut aussi être une protection interne. On sait très bien, ça, les études du CLESIF
le rappelle régulièrement que, à mon avis, plus de la moitié des sinistres informatiques viennent de soucis en interne, hein. Ça peut être dû à la malveillance, ça peut être dû à des soucis divers et variés de gestion de ressources humaines, et ça peut entraîner des désastres majeurs ou des vols. Donc là aussi, j'allais dire que Wasabi, de façon native, hein, puisque tout ça, ça fait partie de l'ADN de Wasabi, de l'offre de Wasabi, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle des worms dans le cloud, et nous, on appelle ça immutable. Donc, on gère ce qu'on appelle des zones d'immutabilité. Vous avez probablement vu que Wasabi supporte maintenant ce qu'on appelle l'object lock. L'objet est l'élément, l'unité qui est stocké dans le stockage objet. Donc, un objet, ça peut être un fichier, ça peut être un ensemble de fichiers, mais on peut locker de façon individuelle chaque fichier, chaque objet pour une certaine durée, pour toujours. Voilà. C'est un peu le niveau de sécurité que vous ne pouvez pas facilement mettre en œuvre en local. C'est extrêmement complexe d'avoir ce niveau de protection sur du stockage local pour l'archive. Frédéric, sur ce point, vous, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes en tant que MSP plutôt DSI de vos clients, hein, ils n'ont pas de compétences en IT ou très peu. Du coup, est-ce que vous êtes un peu aussi les dépositaires de ce niveau de sécurité, d'encryption? Est-ce qu'ils vous font confiance aussi sur l'usage de leurs données, ou est-ce que vous préférez leur laisser entièrement ces clés de cryptage pour qu'ils soient totalement maîtres de la situation? C'est vrai que vu que c'est nous qui faisons logiquement le paramétrage et de la partie backup local et de la partie backup cloud, c'est nous qui générons les clés, et après, bien entendu, le client final a une copie de ces clés, mais on les garde aussi nous en sécurité, parce que s'il y a besoin de redescendre des données, ils vont nous appeler nous pour les redescendre et pas le faire eux-mêmes. Donc on a une copie de ces clés, donc mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est vraiment juste nous et le client final. Il n'y a pas d'autres intermédiaires. Anthony, est-ce que WhatsApp justement édite un peu des bonnes pratiques sur cette gestion un petit peu aussi de la sécurisation des données, et qui peut avoir accès à quoi? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous prêtez attention aussi en tant que distributeur à valeur ajoutée? Bien sûr, bien sûr. Après, nous, on est là vraiment pour essayer d'accompagner du début à la fin les différents partenaires, et en fonction de chaque critère qui va être important pour lui, chaque orientation stratégique qu'il aura définie, on va l'accompagner dans ce sens-là. Et donc là, vous l'avez évoqué, un peu, ça a été évoqué plusieurs fois, on a une connexion naturelle au niveau de WhatsApp entre Wasabi et Altaro. Donc ça aussi, c'est une agrégation qui est particulièrement efficace, j'imagine, pour vos MSP, Anthony. Tout à fait. Aussi bien sur la partie Altaro que sur la partie Backup Assist classique ou ER chez nous. Il y a beaucoup de possibilités de bundle, que ce soit avec les différents softs de backup, les possibilités techniques offertes au niveau des NAS. Il y a vraiment énormément de possibilités avec la plateforme Wasabi qui permet de démocratiser tout ce qui était bloqué avant pour des raisons de coût, très clairement, et de volumétrie importante. Donc, comme l'a dit Richard, eux, ils sont vraiment spécialisés dans ce qu'ils font. Et en termes de positionnement de rapport qualité-prix, il n'y a clairement pas mieux sur le marché. Donc, c'est sûr que si on le combine à côté avec des solutions fiables, performantes, je dirais, en termes de dédupe, de compression, et bien placées tarifairement, vous avez un combo qui est vraiment ultra intéressant pour les MSP dans une offre packagée. Richard, vous-même, est-ce que vous travaillez avec d'autres éditeurs, ou simplement le fait d'avoir une compatibilité S3, finalement, si vous avez une connexion qui est induite en fait dans votre offre, et vous n'avez pas forcément besoin de passer des accords spécifiques avec d'autres éditeurs comme Altaro ou d'autres, par exemple, pour avoir des offres plus bundlées encore sur la sauvegarde? Alors, nous en fait, notre positionnement, c'est un positionnement neutre. Cette neutralité, alors c'est pas tout à fait une neutralité, parce qu'effectivement S3 reste le protocole privilégié pour se connecter à Wasabi. Donc il faut disposer d'une interface S3. Notre vision, c'est que S3 devient plus ou moins un standard de facto. Tous les acteurs, les éditeurs de logiciels qui veulent stocker des données dans le cloud viennent nous voir
pour pouvoir valider leur solution avec Wasabi. Donc, on a sur le marché une attraction naturelle, on va dire, comme fournisseur S3, de toutes ces sociétés qui souhaitent disposer d'une interface S3 ou de stocker ou d'archiver les données qu'ils génèrent sur S3. Ce qui est intéressant pour, je veux dire, donner une idée un petit peu de ce qui est en train d'arriver au niveau du stockage, la moitié des données qui vont être stockées dans les 10 prochaines années vont venir de sociétés qui n'existent pas encore. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai basculement de l'ensemble de l'environnement éditeur logiciel qui va petit à petit développer une forme hybride d'utilisation de l'infrastructure avec justement des passerelles et des protocoles comme S3. Je mettrai S3 comme étant un protocole Fiber Channel ou SCSI qui n'est pas tout à fait standardisé, on va dire ça. Mais d'ici quelques années, je pense que ça deviendra plus ou moins un standard de fait adopté par tous les éditeurs. Donc, on a un pouvoir d'attractivité énormissime. C'est pour ça qu'on a 350 technology vendors dans notre écosystème. Et ça permet aussi à nos partenaires de varier les usages. On peut combiner différents logiciels de sauvegarde. On peut combiner des logiciels qui font de la sauvegarde et puis de la gestion de médias. On va pouvoir faire tourner des outils qui vont faire du deep learning sur des données qui ont été rapatriées à partir d'une autre source. Donc, j'allais dire que les applications sont multiples. Pour le client final, c'est la garantie que le système de stockage Wasabi sera stable dans le temps. Donc, c'est-à-dire que d'ici 4, 5, 10 ans, on espère que Wasabi deviendra le fournisseur de l'ensemble des archives de tous ses clients pour toutes leurs applications et pas simplement la sauvegarde. On verra qu'il y a d'autres types d'usages. Frédéric, dans une approche peut-être un peu plus terre à terre de l'offre en elle-même, mais cette notion du 3-2-1 qu'on a évoqué à plusieurs reprises, est-ce que vous avez des packages complets justement où vous fournissez un NAS, une sauvegarde encore plus locale et la sauvegarde dans le cloud? Ou est-ce que vous êtes obligé de faire un peu de transactionnel pour le NAS et puis du contractuel pour la sauvegarde? Comment vous gérez ça? Non, en fait, nous, nos offres sont, on a d'un côté le matériel et de l'autre côté le service et l'abonnement. Mais c'est vrai que quand on propose des serveurs, que ce soit virtualisé ou pas, on va systématiquement proposer déjà un backup sur l'hyperviseur si on est sur la VM, un deuxième backup dans un NAS et ensuite la troisième couche dans le cloud. Ça, c'est notre standard depuis qu'on est passé avec Wattsoft et Wattstockage, parce que on fait comprendre au client final que il peut perdre ses PC, son serveur, ça se rachète, mais sa donnée, s'il la perd, il n'a plus rien. Et comme disait Anthony au début de sa présentation, je crois que c'était 80% des entreprises qui ont fait faillite suite à une perte de données non récupérable. Donc ça, c'est quelque chose, un discours qu'on arrive assez bien à faire passer auprès de nos clients, entreprises, professionnels du bâtiment et autres. Chez les médecins, il faut un peu plus batailler, mais bon, j'allais pas dire que c'est une condition sine qua non, mais on fait en sorte de bien faire comprendre aux clients que c'est impératif d'avoir au moins 2 niveaux de sauvegarde en local plus une en cloud. D'accord. Anthony, peut-être juste pour conclure, pour tous les revendeurs MSP qui veulent avoir davantage de renseignements sur les offres sur votre stockage notamment, ça, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, est-ce que tu peux redire un petit peu ce qu'ils doivent faire, qui doivent contacter et comment? Alors simplement, ils peuvent nous contacter au 05 56 15 01 01. Nous contacter également sur l'adresse mail aussi wasabi, wasabi @wattsoft.com, ou éventuellement à vente au pluriel sur @wattsoft.com. Vous avez toutes ces possibilités-là pour vous informer et rentrer en contact avec nous. Vous avez également des informations sur notre site web. Donc, tous ceux qui souhaitent avoir des retours d'infos dans ce sens-là, qu'on en discute ensemble éventuellement cet après-midi ou autre, n'hésitez pas à le préciser sur le chat
au niveau des questions ou autres, de manière à ce que je puisse revenir vers vous assez rapidement. Et ceux qui préfèrent me contacter directement, vous pouvez y aller sur le numéro du standard de Wattsoft et demander à Anthony, c'est moi qui m'occuperai de cette partie-là. D'accord. Bon, on a eu plusieurs questions pendant la table ronde, mais j'ai essayé de les poser en même temps, donc pour éviter qu'on ait une trop longue session par la suite. Donc, écoutez, je vous remercie tous les trois pour votre participation. C'était vraiment super intéressant. On aura une autre session des matinales, normalement le 6 juillet, consacrée à la gestion de parc. Sans doute aussi une à la rentrée. Et normalement, on devrait se retrouver le 16 novembre en présentiel, si tout va bien, pour un vrai Go MSP complet. Donc, merci à tous les trois. Merci aux équipes de WhatsApp pour l'organisation. Et merci à tous les participants. Merci à vous. Passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.